Voilà, vous êtes tous et toutes bien installés, parce que c'est un spectacle qui va durer jusque 16h, 16h30. Je dis un spectacle parce que c'est un show. Pas uniquement, vous verrez, il y a beaucoup d'autres choses, je ne vous dis pas tout pour l'instant. Je vous demande d'accueillir pour ouvrir cette finale régionale Alsace de ma thèse en 180 secondes, Monsieur le Président de l'Université de Strasbourg, Alain Beretz. Merci, public fidèle. Bien, j'ai moins de 180 secondes, juste pour vous dire le grand plaisir que j'ai à ouvrir et à assister à cette compétition. Elle est vraiment, je crois, dans l'essence de ce que doit être l'université. D'abord, elle est importante pour les doctorants que je salue, qui ont fait l'effort de se prêter au jeu. Mais ce n'est pas un effort gratuit. Présenter son travail en peu de temps à un public de non-spécialistes, c'est bon pour votre carrière, c'est bon pour votre savoir-faire de scientifique. Et en ce sens-là, c'est absolument pas un exercice gratuit, c'est un exercice fondamental. L'autre, bien sûr, évidemment, c'est la promotion du doctorat. La promotion du doctorat, qui est le plus beau diplôme du monde, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est un diplôme fantastique parce qu'il concilie le savoir et l'élaboration du savoir. Et il n'y a pas d'autre diplôme où vous avez l'élaboration du savoir que vous défendez. C'est pour ça que l'université existe, c'est comme ça que l'université a été créée. Et donc c'est absolument essentiel qu'aujourd'hui, on ait moyen de défendre et de promouvoir le doctorat, pas seulement pour devenir chercheur. Bien sûr, on vous souhaite à tous de devenir chercheur, mais aussi simplement le doctorat dans l'ensemble de notre société. C'est pour ça que je suis très content d'accueillir aussi une classe de seconde aujourd'hui qui viennent voir ce que c'est que le doctorat et peut-être sortir un peu des clichés de ce qu'est l'université, de ce qu'est le doctorat. Vous allez voir, il n'y a pas mieux aujourd'hui que faire un doctorat dans notre pays. Je le dis et je le redis. J'accueille aussi avec grand plaisir Marie-Charlotte Morin, qui est ici, la gagnante... La gagnante planétaire absolue de la dernière compétition. Non, parce qu'elle a été deuxième pour le jury, mais elle a gagné le prix du public à Montréal, après avoir trusté tous les prix, évidemment, en France. Donc vraiment, Marie-Charlotte, mais elle est aussi l'exemple de cette... Au-delà de... elle a fait un autre discours en 180 secondes fantastique, c'est quand elle a reçu son prix devant Madame Najat Vallaud-Belkacem. Elle a fait une défense fantastique du doctorat et de la recherche publique devant la ministre. Fallait le faire et bravo là pour ça aussi, Marie-Charlotte. C'était vraiment quelque chose de sensationnel. Et donc, j'en profite aussi pour dire que ce n'est pas un événement de l'université, c'est un événement de la science française. Elle associe l'Université de Strasbourg et l'Université de Haute-Alsace avec le CNRS, avec la conférence des présidents d'université. Et c'est aussi un événement qui intéresse les acteurs de notre société. Je salue le vice-président recherche, je ne t'avais pas vu, de l'université de Haute-Alsace de ce point de vue-là, puis tous les collègues de l'université de Strasbourg. Et vous avez aussi, bien sûr, la CASDEN qui est notre soutien, et c'est important qu'aussi le monde socio-économique nous soutienne. Enfin, un grand merci pour terminer à toute l'équipe du Jardin des Sciences, dont c'est le métier au quotidien de faire aimer la science, de promouvoir la science. Merci vraiment parce que c'est un gros boulot et je crois que tout simplement déjà la quantité et la qualité du public qui est présent aujourd'hui, c'est votre première récompense. Je vous souhaite bonne chance et je nous souhaite 2 très belles heures. Merci. Monsieur le Président, merci beaucoup. Je suis Nathalie, j'aurai le plaisir de vous accompagner tout au long de cet après-midi. Bonjour en particulier aux lycéens de Marie Curie, lycéens de seconde me semble-t-il, qui sont venus assister à cette présentation. Bonjour à vous mesdames et messieurs et bonjour au jury, fait d'excellentes personnes chargées de remettre tout à l'heure les fameux prix, dont le premier. Il y aura 4 prix remis aujourd'hui, un par vous, le prix du public. D'ailleurs j'espère que vous avez tous et toutes ce petit feuillet qui vous permettra de noter et de choisir votre candidat favori qui sera donc récompensé à l'issue de cet après-midi. 3 autres prix seront distribués, le 3e, le 2nd et le 1er. Et le grand gagnant ira défendre les couleurs de l'Alsace le 3 juin prochain lors de la finale nationale à Nancy. Il y aura 27 candidats ce jour-là. Et vous serez les tenants du titre. Je vous mets un petit coup de pression, mesdames et messieurs, les 14 participants de ma thèse en 180 secondes. Une dizaine de finales ont déjà eu lieu un petit peu partout en France. Il y en a 2 d'ailleurs au moment où nous parlons aujourd'hui à Paris. Et comme d'habitude, je m'adresse plus particulièrement à ces messieurs qui sont venus en nombre. Aujourd'hui, ce sont les filles qui, pour l'instant, tiennent le haut du pavé. Je crois qu'elles sont 8 à avoir gagné les finales régionales pour 2 garçons.
Messieurs, encore un petit coup de pression supplémentaire. On vous attend, bien sûr, aujourd'hui. Alors, c'est une gageure que de présenter en 180 secondes, en 3 minutes, le temps d'un brossage de dents, votre travail de 3 ou 4 ans. C'est ce que vous allez devoir faire devant nous d'ici quelques instants. Vous connaissez les règles, je les rappelle pour la salle. Ici, un chronomètre. Libre à vous de faire moins que 180. Plus vous vous rapprochez de 180, mieux c'est. Si vous dépassez, c'est éliminatoire, vous le savez. Mesdames et messieurs les membres du jury, mesdames et messieurs, nous allons vous demander de faire attention à 3 critères en particulier. Tout d'abord, la vulgarisation. Est-ce que les candidats que vous allez voir devant vous sont capables de rendre accessible l'objet de leur recherche? C'est le premier point auquel vous devrez faire attention. La communication orale. Comment est-ce qu'ils parlent? Leur diction, les mots qu'ils utilisent, leur gestuelle également, comment est-ce qu'ils occupent cette petite scène. Ça aussi, vous devrez le noter. Et puis finalement, le dernier critère qui n'est pas des moindres, la capacité de chaque candidat à transmettre sa passion pour son sujet de recherche. On peut résumer ça par la petite lumière dans les yeux. Regardez bien leurs yeux, les yeux qui brilleront le plus. Eh bien, cela vaudra un petit point supplémentaire, d'autant qu'ils sont filmés aujourd'hui à chaque candidat. Madame la présidente du jury, où êtes-vous ? Madame Florence, bonjour, comment allez-vous? Est-ce que... Alors, oui, vous parlez bien fort parce que vous n'avez pas de micro. Bon. C'est un moment tout à fait particulier, plein de plaisir à venir, et donc tout va très bien, oui. Catherine Florence, vous êtes vice-présidente recherche et formation doctorale de l'Université de Strasbourg. Qu'est-ce que vous attendez des candidats que vous allez voir d'ici quelques instants? Eh ben, les candidats sont des jeunes chercheurs en première phase d'activité, et donc moi j'attends à ce qu'ils fassent une démonstration de leur talent qu'on leur connaît, de leurs ressources, de leur créativité, de leur motivation, de leur passion, et j'espère qu'ils sauront vraiment transmettre l'essence de leur recherche à ce public très large et très varié. Je vous propose, mesdames et messieurs, avant d'entendre le premier candidat, de faire un petit décompte avec moi. Je vais faire 5, 4, 3, 2, 1, et vous direz tous ensemble ma thèse en 180 secondes. Vous êtes prêts? 5, 4, 3, 2, 1. Vous êtes excellents. Pour démarrer ce concours, je vous demande d'applaudir Clémentine Vallée. Clémentine vient de l'Institut de biologie moléculaire des plantes de Strasbourg. Elle est en 3e année de thèse et c'est elle qui commence ce concours. Vous avez 180 secondes. Quand on me demande ce que je fais dans la vie, je réponds que je suis une exploratrice, car je travaille sur la grande inconnue des cellules végétales, la mitochondrie. Mitochondrie, qu'est-ce que c'est que ce nom barbare qui, soit dit en passant, peut faire des points au Scrabble? Eh bien, ce sont des sous-unités des cellules qui produisent de l'énergie. En quelque sorte, ce sont nos petites centrales énergétiques. Car oui, vous tous, vous avez des mitochondries dans vos cellules, ainsi que tous les animaux et aussi toutes les plantes qui nous entourent. Alors, les mitochondries ont un ADN. Vous savez, ce fameux ADN mitochondrial qui est transmis par la mère et qui est utilisé des fois en police scientifique. Alors le problème, c'est que dans les mitochondries, comme dans toute usine, il y a des déchets toxiques qui peuvent endommager l'ADN. Et chez l'homme, des mutations de l'ADN mitochondrial peuvent donner des maladies très graves. Mais ce qui est incroyable, c'est que chez les plantes, on ne voit pas ce genre de mutations graves. En fait, ce qu'on a observé, c'est qu'il y avait que l'ADN mitochondrial des plantes avait une capacité incroyable de réorganisation. Et on pense que c'est grâce à cela qu'il arrive à se réparer efficacement. Mais d'un autre côté, cette capacité de réorganisation doit être maîtrisée pour éviter de créer des nouvelles combinaisons complètement farfelues. Mais pour l'instant, on est encore en terrain incognita dans ces mitochondries de plantes, car on est loin d'avoir identifié tous les mécanismes et tous les facteurs moléculaires, c'est-à-dire les gènes, impliqués dans tout ça. Alors moi, pendant ma thèse, j'ai cherché à identifier un de ces facteurs moléculaires impliqués dans ce super pouvoir des mitochondries de plantes. Pour ça, j'avais d'abord identifié un suspect. Alors, quand vous voulez savoir le rôle de quelqu'un dans une usine, vous l'enlevez et vous regardez ce qui ne fonctionne plus.
Et bien là, c'est pareil, j'ai étudié des plantes mutantes. Alors attention, hein, ce ne sont pas des plantes mutantes qui parlent ou bien qui envoient de la toile d'araignée. Non, là, ce sont juste des plantes avec un gène en moins, ici avec mon suspect en moins. Et ce que j'ai observé, c'est que chez ces plantes, il y avait une réorganisation de l'ADN mitochondrial un peu faux-folle. Et chez certaines, qui étaient très affectées, enfin très, très tordues, la réorganisation avait touché une partie de l'ADN mitochondrial importante. J'en ai donc déduit que mon suspect était bien un acteur qui contrôle la réorganisation de l'ADN pour permettre qu'il soit réparé, tout en évitant qu'il soit complètement chamboulé. Alors il me reste encore des choses à découvrir sur cet acteur, et d'une manière générale, il reste encore beaucoup de mystères autour de cet ADN mitochondrial des plantes. Mais en recherche fondamentale, on est comme Christophe Colomb qui se lance sur sa caravelle. On se lance sans savoir si on va découvrir l'Amérique ou bien une autre découverte qui changera le monde. Clémentine Vallée, recombinaison homologue dans les mitochondries, mécanismes et perspectives biotechnologiques. Merci à vous, Clémentine. Allez vous asseoir. Notre deuxième candidat est Julien Dorval. Julien Dorval, pour une approche multi-échelle de la formation et l'évolution des amas d'étoiles, il le dira mieux que moi, des amas d'étoiles. Julien vient de l'Observatoire astronomique de Strasbourg. Julien, 180 secondes. Quand j'explique aux gens que j'étudie les étoiles, on me dit souvent « Oh !» Mais il y a des fois aussi, on me demande à quoi ça sert. C'est vrai que je ne vais pas révolutionner l'industrie, je vais guérir aucune maladie et je ne vais sûrement pas devenir riche avec l'astrophysique. Alors pourquoi on étudie les étoiles ? 90% de votre corps, des atomes qui vous composent, ont été fabriqués, forgés au cœur d'une étoile il y a des milliards d'années. Les planètes et les êtres vivants qu'il y a dessus sont faits de cette matière. Nous sommes tous des poussières d'étoiles. Et les étudier, c'est étudier notre origine à tous. Moi, j'étudie la jeunesse des étoiles. En fait, elles ne naissent jamais seules. Quand on cherche des jeunes étoiles dans le ciel avec nos télescopes, on les trouve regroupées en amas. C'est des milliers, des dizaines de milliers de bébés étoiles, regroupées, toutes nées en même temps à partir du même nuage de gaz. Et mon travail de thèse, il porte sur l'agitation des étoiles à l'intérieur de ces amas. Je dis agitation parce que c'est vrai qu'à l'échelle d'une vie humaine, une étoile, c'est essentiellement immobile. Quand on regarde les étoiles au télescope, aucune ne bouge vraiment. Mais ça, c'est uniquement parce qu'on regarde le film ralenti. Sur des millions d'années, les étoiles virevoltent dans tous les sens. En fait, si on cherche une image pour expliquer ce que c'est un amas d'étoiles, celle qui conviendrait le mieux, ce serait un essaim de lucioles. Vous savez, des petits insectes volants qui émettent de la lumière. Il faut imaginer des milliers de lucioles qui s'agitent dans tous les sens. Tout ça va très vite et bouillonne. Bah, c'est ça un amas d'étoiles. Enfin, c'est ça. C'est-à-dire qu'une étoile, c'est pas une luciole. Ça n'a pas une volonté propre. C'est inerte, c'est juste une grosse boule de gaz en fusion. Mais comme dans l'essaim de lucioles, les lucioles sont attirées par la lumière des autres lucioles, dans l'amas d'étoiles, les étoiles sont attirées par la masse des autres étoiles, par gravitation, par la force qui fait que la masse de votre corps elle est attirée par la masse de la Terre. Et quand vous avez des milliers d'étoiles qui bougent et qui s'attirent entre elles en même temps, c'est un sacré bazar. En fait, c'est une danse tellement compliquée que les équations qu'on utilise d'habitude ne servent plus à rien. C'est ce qu'on appelle un système chaotique et c'est totalement imprévisible. Enfin, de manière exacte en tout cas, parce qu'on peut faire ce que font les scientifiques quand ils n'ont plus d'idées. On va voir un ordinateur et on le laisse réfléchir à notre place. Et c'est ce qu'on fait. Certains programmes informatiques sont capables de prédire de manière approchée l'évolution de ce genre de système. Et ça permet de rejouer le film. À quoi va ressembler cet amas dans 1 million d'années ? Ou celui-là, est-ce qu'il va rester aussi dense qu'aujourd'hui ou est-ce qu'il va commencer à se disperser en projetant ses étoiles dans la galaxie ? Comme notre Soleil a un jour été projeté hors de son amas de naissance. Je vois défiler des millions d'années d'évolution sur mon écran. Et ça me permet de mieux comprendre toute cette agitation, de mieux comprendre la manière dont les étoiles quittent leur berceau et se lancent dans la galaxie. Tout ça va peut-être vous paraître un petit peu théorique, un peu éloigné de votre vie quotidienne, mais c'est en essayant de comprendre l'univers qu'on a fait les plus grandes découvertes. Pour terminer, je vous dirais que sur des millions d'années d'évolution, j'ai 3 ans de thèse et 180 secondes pour vous en parler. Excusez la brièveté. Merci.
Merci beaucoup Julien Dorval. Vous avez vu avec Julien et avec Clémentine il y a un instant, chaque candidat a droit à une slide, un support qui leur permet de mieux vous expliquer en 180 secondes leur recherche. Vous voyez que le slide de Julien était assez light. On peut en mettre plus. Vous avez choisi la simplicité. L'Université de Haute-Alsace est avec nous aujourd'hui. Vous verrez quelques candidats dont tu peux rester assis. Pour l'instant, le membre du jury. Faux départ, c'est très bien. Voilà. Jean-Luc Bischoff et Chantal Racah font partie du jury. Où êtes-vous, monsieur, madame? Vous représentez l'Université de Haute-Alsace. Jean-Luc Bischoff, vice-président recherche, valorisation et école doctorale, et Chantal Racah, directrice du groupe de recherche en physique des hautes énergies. Vous avez d'ailleurs passé 2 thèses, me semble-t-il, madame, en physique des particules et en physique nucléaire. Il y a combien d'années de cela? Il y a 2 ans, hein, c'était 2-3 ans. C'est juste avant que le concours ne démarre. Voilà. Ça vous aurait intéressé, ce concours? Oui, parlez bien dans votre micro. Énormément. Parce qu'en fait, c'est vraiment un sacré challenge. Et ça permet de sortir des sentiers battus. De sortir du train-train, peut-être parfois quand même de la recherche. Et de se confronter comme ça, à faire un peu de théâtre, à faire de la vulgarisation aussi rapide, je crois que c'est très très intéressant et ça doit être passionnant. Intéressant sur le moment pour le doctorant, mais est-ce que c'est intéressant par la suite pour le chercheur? C'est intéressant tout le temps, parce qu'un chercheur qui est capable d'expliquer en 3 minutes à sa grand-mère de quoi il s'agit dans sa thèse, il a gagné. Il sera toujours un bon orateur, il sera quelqu'un qui communique bien, et il va défendre son job devant tout le monde. Et je crois que c'est vraiment fondamental, ça. Jean-Luc Bischoff, vous partagez l'analyse de Chantal Racah? Bien évidemment. Et je voudrais surtout signifier ma satisfaction de participer à cet événement. Et pour dire que l'Alsace est belle, que l'Alsace est dynamique, qu'en Alsace, il y a beaucoup de scientifiques et qu'il y a beaucoup d'enthousiasme. Oui, on l'a vu d'ailleurs dans le début de ce concours. Alors notez bien, écoutez bien, et vous aurez ensuite à délibérer pour faire un classement de tous les candidats que vous allez voir maintenant. Je vous propose d'accueillir le 3e candidat de cet après-midi qui s'appelle Mathieu Retailleau. Ça y est, c'est à toi. Mathieu vient de l'Université de Haute-Alsace, de Mulhouse plus exactement, du laboratoire de photochimie et d'ingénierie macromoléculaire. Il est en 2e année de thèse. Mathieu, 180 secondes. Bonjour à tous. Et si je vous disais que la voiture de demain sera fabriquée avec de la lumière? Vous allez sûrement me prendre pour un illuminé. Mais non, c'est bel et bien le sujet de ma thèse. La science sur laquelle est basé ce principe est la photochimie, c'est-à-dire la science qui permet de réaliser des réactions chimiques avec de la lumière. Le plus célèbre et le plus illustre des photochimistes n'est autre que votre dentiste. Mais oui, armé de ce fameux pistolet lumineux, il va réparer vos caries grâce à la photochimie. Il va ainsi transformer une résine liquide en un plastique à l'intérieur même de votre bouche. C'est la photopolymérisation. Mais quel est l'intérêt? L'intérêt réside dans le caractère instantané de la réaction. Cela vous évite ainsi de rester 4 heures, la bouche ouverte, sur la table d'opération. Plus sérieusement, c'est cette technologie que nous voulons transposer à la fabrication de plastique dans l'industrie automobile. Mais quel est l'intérêt des plastiques dans les voitures? L'intérêt, ici, est de remplacer l'acier par du plastique afin que les véhicules soient plus légers et qu'ils consomment moins et donc polluent moins. Cependant, ajouter de simples plastiques ne suffit pas, car leurs propriétés mécaniques sont trop faibles. Les constructeurs automobiles se sont alors inspirés de la fabrication des avions ou des Formule 1 en intégrant des plastiques que l'on appelle composites. Ces composites ne sont d'autres que des plastiques dans lesquels on a ajouté des renforts. Ces renforts permettent ainsi d'obtenir des propriétés mécaniques élevées. Néanmoins, le processus de fabrication est très lent et donc très onéreux. Et je ne pense pas que vous seriez prêt à acheter votre voiture au prix de celle d'une Formule 1. Et c'est là que la photochimie intervient. L'idée est ici de photofabriquer des pièces de voiture en moins de 2 minutes. Mon équipe et moi-même avons donc pour challenge, pour défi, de développer un procédé de photopolymérisation compatible avec les attentes de l'industrie automobile, notamment en termes de coût et vitesse de production. La principale difficulté à laquelle nous sommes confrontés dans le quotidien et nous serons confrontés est l'épaisseur et la présence de renforts dans le matériau. En effet, plus il y aura de renforts et plus le matériau sera épais, et moins la lumière pourra pénétrer dans celui-ci. Notre travail va donc consister à s'affranchir de cette épaisseur
en jouant avec le procédé de photopolymérisation, par exemple en une ou en plusieurs étapes, et en modifiant les composants du matériau. En espérant vous avoir éclairé sur ce sujet, je vous remercie de votre attention. Mathieu Retailleau, photopolymérisation, je vais y arriver, de composite pour l'industrie automobile. Décidément, je n'aurais pas pu participer à ce concours. Semi Turkaya, aérofracturation du milieu poreux. Comment pouvons-nous comprendre ce que dit Laroche? Semi fait partie de l'Institut de physique du Globe et il est en 2e année de thèse à Strasbourg. Bonjour, je suis géophysicien et aujourd'hui, je vais vous parler de mon travail, comment on peut apprendre ce qui se passe dans le sol sous nos pieds. Pour ça, j'écoute ce que me disent les roches. Bon, imaginez que vous êtes dans une salle de concert. Il y a trop de monde, mais vous voulez aller devant, près de la scène, pour voir mieux. Trouver un passage n'est pas facile. Vous poussez les gens et ils ont bousculé. Ouais, ils bousculent des autres. Ils continuent comme ça, comme une vague. Et il peut même crier, mais attention, ne me pousse pas, monsieur, c'est pas gentil. Et maintenant, s'il vous plaît, imaginez que les gens dans les salles de spectacle sont graines de sable. Et vous, qui les poussez, vous êtes un courant d'air très très fort. Sur la scène, il y a du pétrole. Les compagnies industrielles veulent y avoir accès en utilisant de pression de l'air comme un vent fort. Pour ce faire, un chemin parmi les graines de sable, comme ça. Et il s'appelle l'aérofracturation. Cependant, nous devons trouver une solution pour éviter d'endommager des graines du sable et aussi protéger l'environnement. Peut-être êtes-vous curieux pourquoi j'ai remplacé des graines de sable avec des personnes au début de ma présentation. J'ai utilisé cette métaphore parce que les grains de sable aussi crient comme les personnes quand on les dérange. C'est génial, non? Bon, ce n'est pas possible de voir qu'est-ce qui se passe dans le sol sous nos pieds. Et donc, je les écoute. J'ai des microphones super sensibles pour permettre d'entendre les grains aussi. Il peut amplifier le son de graines aussi. Et j'ai fait des expériences où j'injecte de l'air entre les graines et après, je les écoute. J'essaie de comprendre, après mes analyses, ce qu'il veut dire. Mon objectif est de créer une méthode de traduction entre le crissement des graines et cris des gens pour comprendre qu'est-ce qui se passe pendant la fracturation du sol. Comment le sol est en train de craquer sous nos pieds. Il est important d'accéder à la scène, mais il est aussi important de protéger l'environnement, comprendre ce qu'il nous dit et aussi être en bonne connaissance d'état du sous-sol. Merci. Semi Turkaya. Et le détail se niche parfois là où on ne l'attend pas. Est-ce que tu peux montrer tes chaussures, s'il te plaît? Ah oui. C'est comme une amulette, c'est pour ce... D'accord, très bien. Très bien, il faut retenir pour les prochaines années. J'aimerais vous présenter Éric Vestoff, Frédéric Masson et William Gasparini. Où sont-ils? 3 éminents membres du jury. J'en vois 1, 2, où est le 3e? Voilà. Messieurs, bonjour. William Gasparini, vous êtes le directeur adjoint de l'école doctorale Sciences humaines et sociales, mais vous êtes également impliqué dans le mouvement Science en marche, un mouvement qui défend l'idée que la recherche publique est importante en France. On ne va pas dire le contraire ici, forcément, aujourd'hui, nous sommes tous convaincus. Et vous faites beaucoup d'actions vers le grand public. Est-ce qu'on peut dire que finalement, ma thèse en 180 secondes va dans le même sens que Science en marche?
Bonjour. Oui, je pense que ça en fait partie. Il y a un mouvement actuellement pour aller vers la société civile, aller vers les citoyens, pour montrer que la science, et notamment les chercheurs, ont une importance dans notre société. Donc, que ce soit cette opération ici, ou alors toutes les actions de Science en Marche, par exemple, sortir des laboratoires pour aller vers la société et les citoyens pour expliquer que la recherche publique est importante en France, tout ça va dans le même sens. Et donc, il faut montrer l'intérêt de la recherche publique en France, avec des moyens, notamment en termes de ressources humaines. Éric Westhoff, directeur de l'Institut de biologie moléculaire et cellulaire. Monsieur Westhoff, est-ce qu'il est important pour un chercheur de se prêter à cet exercice? Est-ce qu'on peut parfois sourire, théâtraliser la science sans la déformer? Est-ce que, selon vous, c'est faisable et c'est à faire? C'est beaucoup de questions. Vous en prenez une au hasard, celle que vous voulez. Non. Oui, c'est indispensable. De nos jours, c'est indispensable. Les financements sont nécessaires. Le financement est souvent du gouvernement, donc c'est nos impôts, et donc il faut prétendre, il faut l'expliquer à tout le monde pourquoi on fait de la recherche et pourquoi la recherche fondamentale est indispensable. Et à ce moment-là, c'est vrai qu'il faut pouvoir l'exprimer dans des termes accessibles à tout le monde, et ce n'est pas aisé, c'est tout un art. Et on l'a vu tout à l'heure. Jusque-là, tout va bien, monsieur? Vous trouvez que ce sont des candidats de grande qualité? Ah oui, tout à fait. On sait qu'on a un futur représentant national en Alsace aujourd'hui. Ah, ça, on verra, il y en a encore. Frédéric Masson, directeur de l'IPGS. Monsieur Masson, même question qu'à monsieur Westhoff. Est-ce qu'il vous semble qu'il est important pour un scientifique de savoir se prêter à cet exercice également? C'est sûr que c'est important. Quand j'étais en thèse, c'était le genre d'exercice qu'on ne faisait pas. Et on se retrouvait à la fin de la thèse en étant souvent assez coincé dans les congrès. Aujourd'hui, je pense qu'avec ce type d'exercice, globalement, les jeunes vont être beaucoup mieux armés que nous pour affronter, y compris le public scientifique et pas que le grand public. Voilà. Je pense que c'est un exercice très très intéressant. Ce que j'entends, monsieur le président, monsieur Berrette, c'est que ces éminents chercheurs sont preneurs d'un concours Ma recherche en 180 secondes. On pourrait faire ça l'an prochain. Vous serez partant? On vous inscrit d'office. Vous n'avez pas l'air... D'accord, on reviendra sur cette idée-là. Nous allons maintenant entendre Sylvie Barthes. Sylvie, s'il vous plaît, où êtes-vous? Vous pouvez l'applaudir. Sylvie est en deuxième année de thèse à la faculté de théologie catholique de Strasbourg. Cheminée à deux dans l'amour électif, quelle spiritualité pour le couple après Vatican II? 180 secondes. Rappelons-nous les contes de notre enfance. Ils se marièrent, ils vécurent heureux et ils eurent beaucoup d'enfants. De nos jours, ça fait assez souvent. Ils se mirent ensemble, se disputèrent, se séparèrent et leurs enfants eurent plusieurs maisons. Était-ce un rêve impossible? C'est vrai, le couple qui s'aime et qui a 50 ans devant lui, c'est récent. Il y a 100 ans et plus, les gens mariés vivaient en moyenne 10 à 15 ans ensemble à cause de l'espérance de vie. Et les hommes décidaient pour deux. Nos amoureux doivent négocier. Et quand ça ne marche pas, ils souffrent. Et les enfants, ça dépend. Moi, je cherche comment faire réussir cette nouvelle réalité. Si j'achète une voiture et que je roule 50 ans sans jamais passer au garage, je risque la panne, non? Eh bien, pour le couple, c'est un peu pareil. Et là, la psychologie nous aide, elle nous explique comment fonctionne une relation à deux, comment mettre de l'huile dans les rouages, mieux communiquer, y compris sexuellement, pour se sentir vraiment aimé. Le couple, c'est un peu comme un moteur, ou mieux, plutôt un arbre, un jardin à cultiver et entretenir. Mais la psychologie ne fait pas tout, parce que chaque couple est unique et doit inventer sa propre route, avec créativité et instinct. Un peu comme MacGyver. Il improvise un moyen que personne n'aurait imaginé et passe là où personne n'aurait pensé. C'est ce que j'appelle le spirituel. Du latin spiritus, le souffle. Le spirituel gréco-romain, c'est une sagesse appuyée sur la raison et la volonté. Le spirituel contemporain, c'est devenir soi-même, être vrai et poser des choix qui ont du sens. Le spirituel chrétien, revisité à Vatican II, une sorte de congrès de 2500 évêques il y a 50 ans, inspire les gens de bonne volonté pour oser un amour qui va jusqu'au bout.
Or, je montre que le couple est un lieu où les gens vivent du spirituel aujourd'hui. Donc, je m'intéresse aux atouts et je les combine des 3 spirituels en faveur du développement durable de l'amour. Parce que vouloir l'amour, inscrire l'amour dans le concret et laisser bouger l'amour, ça fait des couples solides, enracinés et épanouis, comme des baobabs souplement entrelacés qui résistent à tous les vents. Surtout face au problème le plus complexe, le couple qui est très proche, lorsque le stress monte, s'énerve, se traite comme des pires ennemis et se sépare. Et ça, c'est un problème. Précisément, la spiritualité chrétienne, selon Vatican II, revivifiée par le pape François, s'intéresse aux gens sans les juger. Et je crois qu'il est venu le moment de créer des formations pour cultiver l'amour du couple. Strike. Voilà. Très bien. Sylvie Barthes, merci beaucoup. Vous êtes notre 5e candidate. Je vous demande d'accueillir chaleureusement l'IS Laifa. L'IS qui fait partie de l'équipe AMUP, c'est Architecture, Morphologie, Morphogénèse et Projet, l'équipe qui regroupe des enseignants-chercheurs de l'École normale supérieure d'architecture de Strasbourg et du département architecture de l'INSA Strasbourg. L'IS, 180 secondes. Merci. Bonjour. L'architecte est la personne qui imagine et conçoit vos espaces de vie. On dit parfois qu'il est capable de rendre un couple plus heureux ou éventuellement de le mettre en péril. Je suis architecte et quand j'annonce ça, j'ai toujours des réactions positives et j'aperçois des signes d'émerveillement dans les regards des gens, toujours qui me laissent vraiment joyeux à ce regard-là. Cependant, quand je dis que je suis chercheur en architecture, les réactions sont différentes. Et je m'aperçois qu'il y a plus d'interrogations, les questions fusent et l'incompréhension règne. Dans mon travail de recherche, je travaille sur la gentrification. Et dit comme ça et simplement, ça laisse encore plus de questions. Ce qui fait que je suis obligé de donner une définition à cette gentrification. C'est avant tout, et dans la conception française, un embourgeoisement des quartiers. On l'associe souvent aux bobos, tels que les cite Renaud dans sa chanson. Mais plus concrètement, la gentrification se matérialise dans la ville par 2 phénomènes majeurs. D'abord, un qui est d'ordre physique, qui a à voir avec la rénovation des bâtiments et l'embellissement des espaces publics, et un second qui est d'ordre sociétal, et plus controversé cette fois-ci, et qui a trait au remplacement d'une classe sociale par une autre dans un même quartier. À travers mes recherches, j'ai découvert et j'ai compris que c'était plus complexe que ça et la définition n'était pas aussi simpliste. Dans la mesure où, en dépit des contextes différents des villes que je traite, il y a des constantes qui reviennent tout le temps et qui conditionnent justement cette gentrification. Il y a d'abord la question du cycle, parce que finalement la gentrification n'est qu'une étape donc, dans la vie globale, de l'évolution globale de la vie de la ville. Et j'aime à croire que c'est la période adolescente et rebelle. Il y a deuxièmement donc la question des conditions qui font émerger cette gentrification. Et je pense notamment au reflet du mode de vie et pratiques culturelles. L'exemple le plus célèbre, c'est l'exemple du quartier d'Harlem à New York, qui, après avoir été donc, un quartier bastion de la culture populaire afro-américaine, qui a vu naître donc, rap, soul, pop musique, donc s'est transformé pour devenir un quartier UP. Et puis à la fin, donc, il y a la question, troisième point, il y a la question du patrimoine architectural, qui est finalement donc, la potion magique de cette gentrification, l'élément par lequel donc, on nous fait vendre cette gentrification et qui fait que les architectes sont impliqués directement dans ça. Aujourd'hui, j'ai 2 certitudes. La première, c'est que je ne sais pas quelle est ma position, est-ce que je suis architecte ou chercheur en architecture. Et la deuxième, c'est que je regrette l'époque où j'étais encore jeune et moins ventripotent et ne connaissais pas le mot gentrification.
Bravo Lies, 180 secondes tout juste. Joël Hubé et Anne Rasmussen sont avec nous aujourd'hui. Mesdames, je ne vois pas la deuxième. Voilà, mesdames, vous êtes côte à côte. Joël Hubé, vous les côtoyez, ces jeunes gens-là, dans un contexte, on va dire, plus administratif, hein, puisque vous êtes la responsable du collège doctoral. Quel plaisir avez-vous à les voir là? Ils sont moins stressés, ils sont plus stressés? Qu'est-ce que vous diriez? Je les vois sous un autre œil. Oui. Ils ont moins répété. Donc je les trouve bien plus à l'aise ici que dans mon bureau des fois. Donc c'est vrai que ça me fait plaisir de les voir comme ça et de les voir surtout parler de leurs recherches, ce qu'ils ne font pas quand ils viennent dans mon bureau. Voilà. Donc on va travailler sur une demande administrative en 180 secondes. Voilà. Anne Rasmussen, maître de conférence en histoire des sciences. Alors c'est vrai qu'il y a une dimension sciences et société dans ce concours-là. Ça vous intéresse tout particulièrement? Pourquoi? Oui, très précisément parce que nous appartenons, nos groupes de recherche appartiennent à des disciplines de sciences humaines et sociales qui précisément prennent ces relations entre les sciences et les sociétés comme objet. Et donc notre président disait tout à l'heure qu'un doctorat c'était des savoirs et de l'élaboration des savoirs, et c'est exactement ce à quoi nous nous intéressons, c'est-à-dire comment la science, les sciences s'élaborent et comment cette élaboration se transforme alors dans le temps. Moi, je fais de l'histoire, mais aussi dans l'espace, selon les cultures, comment elles se transmettent, comment elles circulent. Et ça, c'est un très bon exercice pour montrer précisément que ces sciences, eh bien, elles ont des mots, des représentations qui varient dans le temps. Alors comment est-ce qu'elle circule? Je peux vous donner un petit indice sur la façon dont les 180 secondes de Marie-Charlotte ont circulé. Sur YouTube, 155 000 vues, c'est 3 fois plus que le dernier clip de Johnny Hallyday, par exemple. Hein. Yes. Incroyable. Et c'est juste sur YouTube. Donc imaginez le reste. Notre 7e candidat, Pierre Brice Stahl. Pierre Brice, c'est à vous. Pierre Brice est en 3e année de thèse dans l'UMR Archimède, histoire, alors j'essaye de me relire, archéologie et histoire ancienne, Méditerranée, Europe. Je l'ai bien dit, j'espère. 180 secondes. Vous en avez assez de perdre aux joutes d'énigmes entre amis ou collègues. Vous cherchez peut-être la question infaillible qui fera de vous le champion des devinettes. Demandez ce que vous avez dans votre poche. Cette question peut rappeler à certains d'entre vous le livre ou la trilogie cinématographique Le Hobbit. On y trouve un passage où Bilbo et Gollum s'échangent des énigmes. Bilbo remporte la joute en demandant précisément ce qu'il a dans sa poche. La majorité d'entre vous partagent sûrement le sentiment de Gollum qu'une telle question est injuste. Un des aspects de ma thèse est de montrer que cela n'a pas toujours été le cas. Je travaille sur le Vassrúnismál, un poème islandais du Xe siècle dans lequel 2 figures mythologiques, le géant Vassrúnir et le dieu Odin, s'affrontent dans une joute verbale afin de déterminer le plus sage des deux. Le plus sage revient, dans ce cas, à être celui qui a un savoir qui échappe à l'autre. Petite précision, la vie est en jeu. Celui qui ne parvient pas à répondre à une des énigmes perdra sa tête. Un Fort Boyard version tragique, si vous voulez. Alors que Vassrúnir a réussi à répondre à l'ensemble des énigmes, Odin met fin au face-à-face en posant la question suivante. Qu'a dit Odin à l'oreille de son fils décédé? Cette question est une énigme d'inversion, une catégorie d'énigmes qui se fonde sur l'expérience personnelle de celui qui la soumet. L'énigme du Vassrúnismál a donc traditionnellement été décrite comme injuste, car seul le Dieu détient la réponse à cette question. Cependant, l'analyse des récits anciens qui présentent une énigme d'inversion montre qu'il n'y a jamais de contestation. Ce type d'énigme permet ainsi à un condamné d'échapper à la mise à mort, à un paysan d'obtenir la main d'une princesse, ou encore à un homme pauvre de faire fortune. Et la réponse de Vassrúnir est en accord avec cette tradition. Aucun homme ne sait ce que tu as dit à l'oreille du fils. Tu es l'être le plus sage. À aucun moment, Vassrúnir ne qualifie cette énigme d'injuste. Celle-ci montre la limite de son savoir qu'il accepte. À l'inverse du Dieu, il n'est pas omniscient. Cette vision de l'énigme d'inversion
comme une tromperie et uniquement liée à notre perception contemporaine. Mon analyse montre, à l'inverse des commentaires traditionnels sur Wassernismal, qu'il n'y a donc aucune injustice dans cette énigme, mais qu'elle répond à une fonction précise, souligner la toute-puissance du savoir d'Odin. La thèse apporte ainsi une toute nouvelle compréhension de la figure d'Odin et d'un des poèmes centrales sur la mythologie nordique. La prochaine fois que vous aurez à vous affronter à coup d'énigme ou chercherez à forte fortune, voici la formule magique, l'énigme d'inversion. Je prendrai bien entendu 10% de commission sur tous vos gains. Merci. Et vous comprenez mieux pourquoi je ne me suis pas lancée dans la lecture du titre de la thèse de Pierre Brice. Je me suis dit, celle-là, on va la laisser de côté. Marie-Charlotte Morin, s'il vous plaît, venez me rejoindre. On va se plonger dans l'avenir de nos candidats avec vous, parce qu'il y a un an tout juste, vous étiez là, Marie-Charlotte. Dans quel état d'esprit vous étiez ? Alors déjà, je ne m'attendais pas à avoir autant de monde. Il y en a encore plus cette année. Vous devez bien flipper. Parce que moi, l'année dernière, j'étais comme ça. Et vu le succès que ça a eu l'année dernière, c'était... D'ailleurs, je ne m'attendais pas du tout à ça l'année dernière. Hein. Moi, j'allais à un petit concours. En plus, je n'avais pas bénéficié des incroyables formations théâtrales. Donc, j'arrivais vraiment un peu en touriste. Et du coup, quand je suis arrivée ici, je ne m'attendais pas à tout ce monde. Je ne m'attendais pas à ce qu'en national, ça fasse autant de bruit. Et du coup, vous le savez, ce qui doit augmenter encore plus la pression. Donc ouais, ça rappelle des souvenirs. Donc le titre en poche, ici à Strasbourg. Ensuite, il y a eu la finale nationale à Paris. Vous avez gagné la finale nationale. Ce jour-là, il est particulier. Il a une saveur qui restera toujours. Ah bah forcément. J'étais devant Madame la ministre, c'était très impressionnant. Même si les jurys sont toujours composés de personnes importantes, donc on n'a pas envie de se planter, on a envie de garder notre crédibilité. Et du coup, il y avait 400 personnes à la finale nationale, je vous préviens, c'est un peu chaud. Donc le stress, il monte forcément, et c'était vraiment super d'avoir le prix du public et du jury. J'étais plus que flattée. Et un ticket pour le Canada aussi. Ah non, vous allez à Paris. Ils vont à Nancy et à Paris, ils sont super contents. Hein, ouais. Ah oui, c'est comme ça, il y a des années. Alors faites en sorte que Marie-Charlotte ne soit pas la Marie-Myriam de l'Alsace. Parce que Marie-Myriam, c'était 77 quand même. Hein, et depuis, on la ressort tous les ans. Parce que vous savez qu'il n'y a aucun candidat français qui n'a gagné depuis. Donc s'il n'y a pas de candidat qui gagne en Alsace, on va la ressortir tous les ans. On la retrouvera dans 40 ans, Marie-Charlotte. Et ensuite, Montréal, ça s'est passé comment ? Ah, c'est super, les Québécois sont juste adorables. En dehors de la ville et des gens qui sont super, même les candidats, il y avait une ambiance vraiment pas du tout compétition, moins qu'à Paris d'ailleurs. Donc on est tous restés ensemble pendant une semaine, on a vraiment bien rigolé et ça nous a permis aussi de connaître un peu ce que faisaient nos pairs. Je ne connais pas trop les thèses en sciences humaines, donc c'est très agréable d'entendre aussi un peu ce côté-là. Donc c'était vraiment une super expérience. Ouais. Est-ce que ta vie a changé ? Alors j'imagine pas du tout, mais est-ce qu'on te reconnaît dans la rue ? Est-ce que des opportunités se sont ouvertes à toi ? Est-ce que tu fais toujours de la science et rien que de la science ? Au début, on m'a reconnu quelques fois dans la rue, j'étais c'est fou. On m'a reconnu. C'est super. Parce que nous, généralement, on est habitués à rester dans notre laboratoire, enfin, surtout pour les scientifiques en sciences expérimentales. Je sais pas pour les sciences humaines, c'est plus la bibliothèque, mais on n'a pas trop l'habitude d'être devant les gens. Donc ça a changé un peu cet aspect que oui, on est devant la scène, quoi. C'est fou. C'est assez fou quand on le vit la première fois. Et en termes d'opportunités, oui, j'ai eu pas mal de propositions, des contacts, des propositions de formation. Enfin, j'étais hallucinée le nombre de gens qui sont venus me parler, même rien que sur LinkedIn, donc des gens incroyables. Je me suis dit, c'est fou. Donc j'ai discuté avec des gens que j'aurais jamais pu penser discuter avec eux. Et est-ce que je fais que de la science ? Non, bon, je termine ma thèse, ce qui est déjà... Voilà. Ceux qui sont en dernière année le savent que c'est un peu une année difficile, mais j'en profite justement d'avoir eu cette visibilité en termes de vulgarisation pour remonter un spectacle sur l'évolution, parce que c'est un thème qui me tient à cœur depuis des années, et je trouve qu'on ne parle pas assez de la science de façon vulgarisée. J'aime ce concours pour ça. Les 3 minutes, c'est super, parce que ça permet de faire une accroche que les gens partagent sur les réseaux sociaux, donc ça a été vraiment le succès de ce concours. Et là, j'aimerais juste faire une heure, on aimerait faire une heure avec Alex Tesch, pour parler de l'évolution et plus largement de l'obscurantisme et comment la science est accueillie dans la société. Donc ça, voilà ce que ça a changé pour moi. Si vous voulez un autographe, c'est maintenant, parce que l'année prochaine, elle sera plus du tout accessible. Hein. Vous pouvez l'applaudir, Marie-Charlotte Morin. Angélique Cartier, qui doit se dire, mais qu'est-ce que je suis venue faire là ? C'est à elle maintenant.
Voilà. Angélique Cartier, qui est en 3e année de thèse à l'Institut de génétique et de biologie moléculaire et cellulaire de Strasbourg. 180 secondes. Donc, bonjour à tous. Tout d'abord, je suis une femme. Je vais commencer par des choses évidentes. Et si je suis là aujourd'hui, c'est en fait pour vous parler d'une injustice dont tout le monde a déjà entendu parler et qui n'est autre que l'inégalité homme-femme. Alors je sais, vous vous dites une nana qui débarque, qui va parler d'inégalité homme-femme, ça va forcément être une féministe. Eh bien non. Figurez-vous que je vais principalement parler de vous, messieurs. Alors, c'est sûr, les hommes sont partout. Au gouvernement, à l'Académie des sciences, dans le concours de ma thèse en 180 secondes, on n'est que 4 filles, 5 filles, même à la finale de Top Chef. Et il y a même plus de garçons que de filles sur Terre. C'est vous dire à quel point on est cernés, mesdames. Alors pourquoi je vous parle de cet excès de garçons ? Tout simplement parce qu'il est également présent dans certaines maladies qui touchent le développement du cerveau, comme l'autisme ou le retard mental, par exemple. Alors, il y a 4 fois plus de garçons que de filles atteints par l'autisme. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que les garçons sont moins intelligents que les filles. Je voudrais quand même pas me mettre à dos plus de la moitié du public. Ce que je dis, c'est qu'ils sont en fait à risque pour ce type de maladie. Alors maintenant, pourquoi ? Il y a de nombreuses hypothèses, mais pendant ma thèse, je m'intéresse à l'une d'entre elles qui dit que la testostérone pourrait avoir un rôle à jouer là-dedans. Alors, très très tôt, pendant votre développement in utero, messieurs, vos testicules qui sont encore en formation produisent déjà de la testostérone. Et pas qu'un petit peu. Le taux que vous produisez est quasiment égal à celui que vous produirez à l'âge adulte. Ça, c'est assez étonnant quand même. Alors, cette testostérone va ensuite pouvoir aller agir sur vos neurones en se fixant sur son récepteur. Vous voyez un peu ça comme une clé qu'on mettrait dans une serrure. À partir de là, la porte peut s'ouvrir. Et c'est parti. La cellule va pouvoir répondre. Elle va réagir, changer de forme, de morphologie, de comportement, d'identité. Il y a vraiment tout un tas de possibilités. Et c'est extraordinaire ce qu'une si petite molécule comme la testostérone est capable de faire sur votre corps. Vous vous en rendez d'ailleurs bien compte, messieurs, à l'adolescence. En l'espace de quelques mois, la testostérone est capable de vous faire pousser la barbe, muer la voix et produire des spermatozoïdes. Alors imaginez ce qu'elle est capable de faire sur vos neurones en plein développement. Ces mécanismes sont en fait assez compliqués à déchiffrer, c'est très subtil et c'est ce que j'essaie de faire pendant ma thèse. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'en 4 ans de thèse en biologie, je vais être capable de comprendre totalement le cerveau masculin. Vous savez très bien, mesdames, que c'est impossible. Ce que je dis par contre, c'est que j'espère pouvoir faire ce lien entre la testostérone et l'excès de garçons qui sont observés dans l'autisme. Alors bien sûr, en fait, le message qui serait à ramener chez vous cet après-midi, ce soir, c'est que finalement, hommes, femmes, on est et on ne sera jamais égaux face aux maladies. Et puis, je voudrais aussi vous faire passer un message d'espoir, messieurs, c'est que, si vous ne le saviez pas, Mozart, Einstein, Bill Gates, tous ces grands hommes sont en fait suspectés d'être autistes. Donc finalement, vous n'avez peut-être rien perdu. Il y a encore de l'espoir pour vous, messieurs. Angélique Cartier, qui était notre 8e candidate. Vous êtes 14 aujourd'hui à vous présenter devant nous. Marc Dallot est avec nous, membre du jury également. Où est Marc Dallot ? Monsieur Dallot, bonjour. Vous venez en voisin de Lorraine, puisque vous êtes le responsable valorisation des doctorats de l'Université de Lorraine. Alors, un petit historique et un cocorico, puisque ce concours est né en Australie, 3 Minutes Thesis. Je crois que c'était le titre en anglais original. Et puis les Québécois, les premiers, ont traduit, on va dire, ce concours dans l'espace francophone. En 2013, le concours arrive en France, à Nancy. C'est un événement régional amené par Nicolas Beck, chargé de la CST en Lorraine. Et puis ensuite, tout s'emballe. L'an passé, le premier concours national avec Marie-Charlotte Morin. Cette année, c'est le second, porté par la CPU et le CNRS. Est-ce que vous avez encore le souvenir, ça paraît loin maintenant, de ce premier concours français en 2013 ? Ça paraît loin, pas tant que ça, en fait. On travaillait avec Nicolas, donc, qui est venu chercher. Il avait besoin de doctorants, donc on a intégré l'exercice et la formation dans nos modules. Et donc ça nous a permis, et comme beaucoup aujourd'hui qui intègrent ça dans les doctorales ou ailleurs pour avoir du public, d'avoir effectivement on va dire la première promotion qui a lancé l'exercice et qui a permis de le faire reconnaître au niveau national. Et c'est vrai que derrière, ça a pris de façon quasiment magique, parce que quand on l'a fait à Nancy, je dirais on n'avait pas l'ambition de le décliner sur tout le pays, mais au cours de l'année, j'avais même des collègues, par exemple à Montpellier, qui me disaient on aimerait bien faire la même chose. Donc effectivement, voilà. Puis on s'adapte, puisqu'on essaie un peu de récupérer la balle cette année, puisqu'on organise avec la finale la nationale, finale à voilà, Nancy le 3 juin.
d'un gros événement de médiation scientifique qui s'appelle Science and You, qui est à nouveau monté par l'équipe de Nicolas. Marie-Charlotte nous a dit 400 personnes à la finale nationale. Nous, on a réservé l'amphi, je dis nous parce que je suis Lorraine. Nous, on a réservé l'amphi de 700 places. Voilà, c'est ça. Voilà. Voilà, on en a perdu 2. 700 places pour cette finale, 27 candidats, puisque 27 universités ou regroupements d'universités ont souhaité participer. Je crois qu'il y a même un candidat qui va venir de Guyane. Voilà, il a été sélectionné il y a 2 semaines de là. Voilà. Et donc, le représentant alsacien à qui l'on souhaite bien sûr de faire le même parcours que Marie-Charlotte. La région Alsace, d'ailleurs, appuie ma thèse en 180 secondes. Aurélie Grégoire, vous êtes chargée de mission recherche. Où êtes-vous, Madame Grégoire? Pourquoi est-ce que la région Alsace souhaite soutenir ce concours? Alors, la région coordonne les initiatives en matière de culture scientifique, technique et industrielle depuis 2014. Donc on est en plein cœur du sujet. Comprendre, connaître les avancées de la recherche, ses applications, ses enjeux. Et à la région, nous traitons régulièrement des demandes de soutien pour des projets scientifiques ou par exemple, des demandes de financement doctoraux. Et nous ne sommes pas scientifiques. Alors même si on est très souvent bien entouré par des experts, on a envie de comprendre les sujets. Et parfois on a envie de renoncer aussi parce que certaines disciplines sont extrêmement difficiles à comprendre. Alors si je prends le seul exemple, par exemple, des financements doctoraux, on a intégré un petit paragraphe sur résumé, vulgarisé de votre projet, mais parfois ça ne suffit pas encore. Donc là, je me demande si l'année prochaine, je ne vais pas intégrer un nouveau paragraphe résumé en 180 mots de votre projet de thèse. Voilà. De mieux en mieux. Alors c'est vrai que les doctorants ici présents ont été maternés, ont été coachés par des professionnels. Alexandre Tetsch est avec nous, il est comédien et metteur en scène. Natacha Toussaint, également animatrice au Jardin des Sciences. Alexandre, qu'est-ce que vous leur avez appris à ces jeunes scientifiques? Alors, vous me corrigez. J'aurais appris à ouvrir la bouche pour parler et à respirer avant de parler. Voilà, c'est l'essence du travail. Et Natacha, qu'est-ce qu'on leur a appris encore? Choisir les mots. S'amuser, oui. Voilà. Et moi, j'en profite pour féliciter tous les jeunes qui participent aujourd'hui parce qu'on les admire, Natacha, on les admire et on les encourage. Alors j'aimerais quand même qu'on les encourage encore un petit peu parce que ce qu'ils sont en train de faire, c'est un vrai boulot qui couvre plusieurs disciplines et ça n'a rien d'évident. Alors que là, on les voit, ils évoluent sur scène, on les sent, on les comprend. Donc, si vous voulez les applaudir encore un petit coup pour... Ouais. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alexandre. Il y a des journées de formation avec les participants pour les coacher, puis pour essayer de faire en sorte qu'ils soient le plus à l'aise possible sur scène aujourd'hui. Nous allons donc passer à notre nouveau candidat, notre 9e participant, notre 9e doctorant, c'est Julien Gasser. Julien, vous pouvez l'applaudir. Julien est en 3e année de thèse au laboratoire de neurosciences cognitives et adaptatives de Strasbourg. Coopération striato-hippocampique dans l'atteinte d'un objectif spatial. Nous avons 180 secondes pour comprendre. Bonjour à tous, donc je suis biologiste et j'ai une confidence à vous faire. Tous les matins, en allant au laboratoire, je m'arrête toujours à ma boulangerie préférée, je me prends un croissant. Au début, je tombais un petit peu dessus par hasard en cherchant le laboratoire. Et dès le lendemain, j'ai voulu y retourner, mais pas facile de retrouver le chemin. Et puis, progressivement, à force de répéter le trajet, c'est toujours le même trajet, j'ai appris qu'à partir de chez moi, il me suffisait de prendre la première à droite, tourner à gauche, aller tout droit, etc. Plus besoin de réfléchir à mes déplacements, au trajet, mes déplacements, c'était automatisé. C'est un petit peu comme quand vous rentrez chez vous le soir en voiture et que vous vous rendez compte une fois chez vous que vous avez fait tout le trajet en pilote automatique sans vraiment penser au trajet, en fait, une seule seconde. Et c'est justement ce qui se passait lorsque j'allais à la boulangerie. On sait que dans le cerveau, il y a au moins 2 structures qui contrôlent la navigation spatiale, le striatum et l'hippocampe. Classiquement, le striatum est associé avec l'automatisation d'un mouvement et l'hippocampe au repérage dans l'espace.
Et c'est notamment à travers ce fameux GPS interne, prix Nobel 2014, vous en avez entendu parler. Seulement, on pensait que ces deux fameuses structures, agissaient de manière indépendante. Et c'est là que j'interviens. Cette histoire que je viens de vous raconter avec la boulangerie, eh bien, je l'ai modélisée au laboratoire, où j'ai entraîné des rats dans un labyrinthe, qui est là, en forme de 2H, et en fait, ce qui permet de promouvoir un apprentissage, une automatisation chez les rats, une automatisation simple du type droite-gauche. J'ai analysé la réponse comportementale de ces rats au cours de différents protocoles d'apprentissage et j'ai ainsi pu montrer que le rat utilise le repérage spatial même lorsque son déplacement est automatisé. Comme ça, s'il a un problème sur le trajet, qu'il doit changer de trajet, eh bien, il peut facilement passer d'un système à l'autre. Et si j'avais eu un problème avec une de ces deux structures le jour où la rue était bloquée lorsque j'ai dû changer un jour de mon trajet, eh bien, j'aurais eu beaucoup de mal à trouver la boulangerie. Et c'est justement ce qui se passe dans certaines maladies neurodégénératives, en fait, ce manque de passage en fait, d'une stratégie à l'autre, notamment dans la maladie d'Alzheimer, vous savez, où la structure hippocampique en fait, est atteinte, ou encore, et donc la mémoire spatiale, ou encore le striatum, ou la maladie de Huntington, où les neurones du striatum dégénèrent. Alors la prochaine fois que vous rentrez chez vous en pilote automatique, pensez à cette myriade de neurones qui s'illuminent dans le striatum et dans l'hippocampe pour vous permettre ce déplacement automatique qui peut paraître banal en apparence, mais qui est complètement fascinant. Merci. Bravo à Julien Gasser. Baptiste Revol. Baptiste Revol est avec nous. Baptiste qui est thésard, doctorant en première année à l'Institut des sciences des matériaux, c'est l'Université de Haute-Alsace, c'est Mulhouse, voilà. Baptiste, votre sujet de thèse, optimisation d'une interface fibre biosourcée matrice polymère compatible avec la mise en œuvre d'un composite par voie RTM réactive. Le titre fait 230 secondes, vous avez 180 secondes. Bonjour. Quand on imagine l'avenir des matériaux, on peut penser à des emballages comestibles, on peut penser à des vêtements intelligents, mais on peut aussi imaginer une toute nouvelle gamme de matériaux, de l'épaisseur d'une feuille de papier et plus résistant que de l'acier. Et ça sera rendu possible grâce aux matériaux composites. Alors pour illustrer ce qu'est un composite, posons-nous une autre question. Quel est le point commun entre un arbre et un plastique? Un arbre, c'est résistant et naturel. Ce qu'on attend d'un matériau, dans la plupart des cas, c'est d'être résistant et, si possible, naturel. Vous allez me dire, on n'a qu'à utiliser du bois. Eh bien oui, c'est d'ailleurs ce que je vais faire. Sauf que le bois, je vais l'utiliser sous forme broyée, en tant que renfort dans une matrice plastique. Ce mélange entre un renfort qui apporte la solidité et une matrice plastique qui lie les renforts entre eux, ça s'appelle un composite. Alors, pour illustrer un peu mieux le concept, je vais vous demander un peu de votre imagination. Vous êtes chez vous, il fait beau, les oiseaux chantent. Vous venez de manger des sushis. Donc, il vous reste des baguettes en bois. Pour mieux les conserver au frigo, vous allez les emballer dans du film plastique alimentaire. Là, vous venez de fabriquer un composite. Et là maintenant, pris d'une rage soudaine, vous tirez sur votre composite. Et là, le plastique, il se déchire dans une lente agonie. Mais les baguettes en bois restent intactes. En d'autres termes, la force que vous exercez en tirant n'est pas transmise correctement depuis le plastique vers votre renfort en bois. Ça, c'est parce que le contact entre les deux est mauvais. Cette zone de contact entre un renfort et une matrice plastique dans un composite, on l'appelle l'interface. Et l'interface, c'est la zone qui va faire l'objet de ma thèse. Alors, le problème, parce qu'en science, on aime bien avoir des problèmes, le problème, c'est que il existe autant d'interfaces que de composites, et que, dans la plupart des cas, l'interface est mauvaise. Alors, ce qu'on va essayer de faire, et ce que je vais essayer de faire en particulier pendant ma thèse, c'est de modifier la surface des fibres pour améliorer leur affinité avec la matrice plastique. On peut traiter chimiquement une surface. Alors un traitement chimique, ça peut simplement être un nettoyage de la surface de la fibre, mais ça peut aussi être beaucoup plus complexe, avec la création de centaines de micro-trous à la surface, l'objectif étant que la matrice plastique, pendant le procédé de mise en œuvre, rentre dans ces micro-trous et adhère mécaniquement avec les fibres, améliorant ainsi le contact entre les deux. Alors c'est vrai qu'expliqué comme ça, rapidement,
Ça peut paraître assez complexe. Mais améliorer l'interface, je suis prêt à parier que vous l'avez tous fait au moins une fois dans votre vie. Rappelez-vous la fois où vous vouliez attacher un collègue à son siège de bureau? Peut-être pas. Rappelez-vous la fois où vous vouliez fixer des boulettes de papier sur un plafond propre? La fois où vous vouliez fixer un dessin dans un cahier? Dans chacun de ces cas, vous avez mis de la colle, et moi, c'est le même principe. Merci. Baptiste Revol, bien. Merci beaucoup. Catherine Schuster est avec nous, Hélène Monod également et Alain Xayafoumine. Monsieur, mesdames, ils font partie du jury. Je les vois noter. Hein. Alain, vous êtes en train de... Qu'est-ce que vous marquez? Toujours un peu de remarques, hein. C'est mon métier. Remarque ou c'est un sudoku? Attendez, parce que non, ce sont des remarques, effectivement. Alain, vous êtes le responsable ingénierie financière et gestion de projet de BioVallée. BioVallée qui est un pôle de compétitivité, c'est une structure d'appui économique dans le domaine de la santé, hein, sur l'Alsace. Alors vous avez souvent dans le montage de vos projets, j'imagine, besoin d'aller convaincre des investisseurs. Avec des chercheurs d'ailleurs, vous les prenez sous le bras parfois? Oui. Est-ce oui, qu'ils beaucoup. savent? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, en plus aujourd'hui, la levée de fonds, on en parle beaucoup avec le crowdfunding. On a fini une levée de fonds là dernièrement avec un chercheur d'ailleurs qui vient de l'université de Bâle sur les cosmétiques bio pour les jeunes filles. On voit des gens de seconde, donc c'est très bien. Je ne pourrais pas faire de pub, mais vous irez voir ce que c'est. La première chose, la première accroche que vous avez, c'est la communication. La communication, c'est essentiel. Et en général, effectivement, quand vous allez voir un investisseur, vous avez en pitch, vous avez maximum 5 minutes, sachant qu'au bout de 3 minutes, il ne vous écoute plus. Donc, savoir travailler ces 180 secondes-là, aujourd'hui, c'est peut-être un exercice qui vous paraît un peu comme ça dans l'azur. Dans la vraie vie, il y a une vraie réalité économique qui pourra peut-être être votre propre projet, votre propre entreprise. Et j'enverrai la balle à mon collègue qui se trouve un petit peu plus loin, Nicolas Carboni, qui aura certainement grand plaisir à suivre les meilleurs projets pour faire des startups. Hélène Monod, chargée d'affaires et de mécénat à la Fondation UDS, c'est un peu la même chose, la même problématique que Alain Xayafoumine, parce que vous aussi, vous devez séduire des chefs d'entreprise, très éloignés d'ailleurs de la science, qu'il faut très rapidement convaincre. C'est la même problématique, effectivement, sauf que nous, on doit séduire des mécènes donc, qui, par définition, ne peuvent rien attendre du don qu'ils vont faire. Donc, il faut qu'on les séduise. Et pour ça, il faut en général le faire en quelques minutes. Et si on pouvait avoir des chercheurs à nos côtés formés de la même manière que les candidats aujourd'hui, ce serait super. C'est sûr qu'on leverait plein de fonds pour l'université. Voilà. Encore une idée, Monsieur le Président. Catherine Schuster, directrice de recherche à l'INSERM et directrice adjointe de l'école doctorale Vie et Santé. C'est vous les tenants du titre, d'ailleurs, l'école doctorale Vie et Santé. Avec, on a été très fiers de Marie-Charlotte, évidemment, et de l'école doctorale Vie et Santé encore est là, en fait. Donc moi, je suis super ravie d'être là. J'ai découvert ce concours l'année dernière et c'est vrai que c'est un exercice extrêmement difficile et peut-être le public ne le comprend pas vraiment, mais allier de l'humour, le sérieux de la recherche, parce qu'on a toujours du sérieux, et en même temps passer un message qui est clair et qui est vrai, c'est vraiment extrêmement difficile et je suis ravie surtout de voir des sujets qu'on ne connaît pas tellement. Pour moi, vie et santé, c'est plus facile, mais d'autres sujets qui sont très, très difficiles à expliquer. Et franchement, merci pour vos efforts et pour certainement le temps que vous avez consacré à ces préparations et à l'envie que vous avez donnée de faire partager votre savoir. Pour l'instant, Catherine Schuster, est-ce que les candidats vous semblent au point, vous semblent au niveau ? Oui, bien sûr, parce que c'est le fruit, j'imagine bien, d'un effort particulier. Vous vous êtes exercé. C'est quelque chose que l'on fait en sciences tout le temps, c'est savoir transmettre, expliquer aux autres ce qu'on fait, etc. Et je sais que c'est un effort énorme et d'arriver en plus à le faire en 3 minutes, c'est vraiment chouette. Ils ont eu tout le week-end Pascal pour expliquer à toute la J'imagine famille, bien. en 180 secondes, à tous les laboratoires, entre et l'agneau vos et... équipes certainement ont souffert de vous écouter. Notre 11e candidat est Moustapha Hamdaoui. Moustapha, vous êtes en 2e année de thèse au laboratoire de chimie et de systémique organométallique. Le titre de votre travail, mise en œuvre et étude d'un système de catalyse tandem promu par des organoïridés. Voilà, c'est à vous, 180 secondes. Alors, un jour, un ami m'a demandé « Qu'est-ce que tu fais dans ta thèse ?»
Je sais pas trop comment t'expliquer là. Quoi? Tu sais pas ce que tu fais, mais la honte? Non, attends, doucement. Donne-moi juste 2 secondes. Enfin, plutôt 3 minutes. Mais dis-moi, pour toi, qu'est-ce qui te catalyse dans la vie en général? Parce que pour ma part, ce qui me catalyse dans la vie en ce moment, c'est de me lever tous les matins pour aller au laboratoire de chimie dans lequel je fais ma thèse, pour résoudre le problème suivant. Essayer de mieux comprendre le fonctionnement de certaines molécules pour mieux les utiliser à l'avenir. En fait, on cherche à exploiter la propriété de catalyseur que possèdent certaines molécules à base d'iridium. L'iridium, si tu ne le sais pas forcément, c'est un atome ou un métal comme le sont l'or, l'argent, le platine. Alors tu l'auras compris, le mot-clé de ma thèse, c'est la catalyse. En fait, l'intérêt d'un catalyseur se trouve dans son pouvoir d'accélération d'une réaction chimique qui se ferait très lentement sans ce catalyseur. C'est un peu comme le train qu'on prend pour voyager plus vite d'un endroit à un autre. Alors bon, je te vois venir, tu vas me dire ah non, tout sauf le train de la SNCF alors. Hein. Non, sérieusement, la question est pourquoi un catalyseur a ce pouvoir un peu magique de catalyser une réaction? Alors, comme tu le sais, franchir le col d'une montagne demande beaucoup plus d'énergie que de traverser un simple pont. Et bien, en gros, ce que va faire un catalyseur, c'est de remplacer les montagnes par des ponts. En fait, ce qui se passe réellement, c'est que dans certaines réactions chimiques, la simple présence d'un catalyseur va permettre de réduire le besoin énergétique que doivent surmonter certaines molécules pour se transformer en d'autres molécules. Alors, je te vois venir encore, tu vas me dire, ok, c'est bien beau la catalyse, mais ça va pas catalyser ma vie, non? Et puis, non. Et si je te disais que plus de 90% des molécules qui sortent des industries chimiques sont fabriquées grâce à au moins un catalyseur? Eh bien, là, je te vois encore venir, tu vas me demander, je comprends pas, elle est où l'innovation dans ton travail de thèse alors, hein? Eh bien, écoute bien, un peu comme un cuisinier qui mélange plusieurs aliments dans une seule poêle pour faire un seul et unique plat. Le projet que l'on veut concrétiser dans notre laboratoire, c'est de mélanger un autre catalyseur avec toutes les molécules pour sortir un seul produit. Mais pour cela, on utilise un seul et unique catalyseur capable de fonctionner pour plusieurs réactions différentes à la fois. Et donc, pour vous expliquer le véritable objectif de ma thèse, c'est d'arriver à comprendre qu'est-ce qui se passe exactement au niveau moléculaire. Voilà. Mustapha Hamdaoui. Et voici notre deuxième candidate de l'IGBMC, c'est Léa Godot. Léa qui est en 3e année de thèse et sa thèse porte sur l'étude des mécanismes impliqués dans le maintien de la stabilité génomique durant les processus de diversification des immunoglobulines. 180 secondes. À partir de quelques couleurs primaires, le peintre, en les mélangeant, va créer une infinité de couleurs. Cette palette d'outils lui donne la capacité d'imaginer le monde, d'imaginer tous les possibles, sans même sortir de son atelier. Et bien tous les jours, les lymphocytes, qui sont des globules blancs de notre système immunitaire, imaginent le monde et fabriquent une palette infinie d'anticorps, capables de prévoir toute rencontre future avec un potentiel agresseur. Nous avons donc des milliards de lymphocytes, tous différents. Alors produire une telle variété d'anticorps, c'est une très belle stratégie pour faire face à la variété incroyable des bactéries, des parasites et des virus en mutation perpétuelle. Mais voilà que le peintre sort de son atelier. Et là, c'est moi qui commence ma thèse. Comment cette palette d'anticorps, pourtant déjà exceptionnellement variée, va-t-elle s'adapter au monde réel ? Un virus ou une bactérie a réussi à s'infiltrer dans notre circulation sanguine. Parmi les milliards d'anticorps, un anticorps a prévu cette rencontre. Il reconnaît le virus, mais il n'est pas capable de le neutraliser complètement. Il n'avait pas imaginé tous les petits détails présents sur sa surface. Oui, l'imagination a besoin d'être confrontée au réel pour se nourrir et s'améliorer. À ce moment-là, notre peintre, le lymphocyte, va fabriquer une nouvelle gamme d'anticorps. Il va sortir de nouveau son pinceau et chercher toutes les nuances de couleurs pour affiner la reconnaissance avec ce microbe, le capturer parfaitement et l'éliminer rapidement.
Ces mécanismes sont exceptionnels et surtout ils sont uniques, car pour fabriquer cette nouvelle gamme d'anticorps, le lymphocyte doit faire des retouches au plus profond de lui-même. Il modifie son ADN, c'est-à-dire qu'il touche à son identité. Donc modifier son ADN, je pense que je n'ai pas besoin de vous le dire, c'est très risqué. Aucune des autres cellules de notre corps n'oserait le faire, mais là, c'est le prix à payer pour protéger notre organisme face à une infection. Donc comme le risque est immense, ces retouches vont être très fines et très ciblées. Elles ont lieu sur les gènes des anticorps. Mais malgré une extrême minutie, les dommages collatéraux ne sont pas évités. D'autres gènes subissent à leur insu quelques altérations. Ces altérations, ce sont des mutations et des cassures dans l'ADN qui peuvent transformer le lymphocyte en une cellule cancéreuse et déclencher une leucémie. Heureusement, cela est très rare. Aujourd'hui, ce que je cherche, c'est identifier les moyens utilisés par le lymphocyte pour réparer ces dommages collatéraux et donc protéger son identité lorsqu'il fabrique sa nouvelle gamme d'anticorps. Et donc comprendre comment le lymphocyte manipule toutes ces nuances de couleurs pour sélectionner le meilleur anticorps, et bien cela permet d'améliorer les stratégies de vaccination. Je pense que vous l'aurez compris, le lymphocyte, comme le peintre, font partie du même tableau, celui d'une imagination en perpétuelle évolution, garante d'une immense diversité. Cette diversité, je crois qu'elle est vitale pour continuer de s'adapter aux défis permanents du monde. Léa Godot. Avant d'écouter nos candidats suivants, il en reste quelques-uns encore, hein. Il nous reste 2 candidats à entendre cet après-midi. Nicolas Carbonnier, directeur de Connectus Alsace. Vous êtes d'ailleurs l'ancien directeur d'Alsace Biovallée. Alain Xafoumine vous a donné la parole il y a un instant. Est-ce que vous partagez d'ailleurs, monsieur Carbonnier, est-ce que vous partagez l'analyse d'Alain Xafoumine? Est-ce que c'est important de savoir, quand on est chercheur, s'exprimer en si peu de temps, clairement? Absolument, c'est non seulement important, mais c'est essentiel. On a la plupart du temps que très peu de temps pour convaincre. Je ne sais plus quel écrivain disait « je vous écris une longue lettre parce que je n'ai pas eu le temps d'en faire une courte ». L'exercice n'est pas facile. Et non seulement la capacité et l'esprit de synthèse sont des qualités indispensables pour pouvoir mettre en valeur le fruit de sa recherche, la passion l'est aussi. Et communiquer une passion par rapport aux travaux qu'on mène, c'est déjà, je pense, emporter la moitié de la conviction et de l'adhésion de la personne qu'on a en face, que ce soit un investisseur, que ce soit une entreprise ou que ce soit un organisme pour financer des recherches. Donc les capacités que les candidats développent avec cet exercice-là sont des qualités qui leur seront indispensables à l'avenir, j'en suis absolument convaincu. La passion dans notre concours, c'est 1/3, hein, je vous le rappelle, et pas la moitié, puisque vulgarisation de l'objet de recherche, communication orale, et puis cette petite pépite dans les yeux sont les critères auxquels vous devez faire attention. Aujourd'hui, vous essuyez, mesdames et messieurs, parce qu'il y aura un prix du public, je vous le rappelle. Alors, laissez-moi vous préciser que si le prix du public rejoint un des 3 prix choisis par le jury, le prix sera, un des prix du jury sera remis au 4e. Donc il se peut qu'il y ait non pas 4 doctorants qui repartent avec un cadeau aujourd'hui, mais 5. Hein, est-ce que j'ai bien compté? Non, j'ai dit pas 3, oui. Pas 3, mais 4. Vous avez raison. Très compliqué. Hein. Et dire que vous allez me retrouver le 3 juin à la finale nationale. Donc toutes les bêtises que j'ai dites aujourd'hui, vous allez les réentendre une seconde fois. C'est vous dire. Il y a des professionnels de la CST dans la salle. Il y a Sébastien Soubiran, qui est le directeur adjoint du Jardin des Sciences, et Philippe Gineste, le directeur du Vaisseau. Messieurs, où êtes-vous? Messieurs, c'est vrai que la CST, c'est votre quotidien. Vous avez affaire à des chercheurs qui s'expriment plus ou moins bien, qui font plus ou moins bien passer l'objet de leur recherche. Monsieur Soubiran, est-ce que ceux que nous avons vus aujourd'hui devant nous seront capables de venir travailler à vos côtés d'ici quelques temps? Mais ils le sont déjà, en fait, puisqu'on travaille déjà beaucoup avec les doctorants au niveau du Jardin des Sciences, puisque, au-delà de ma thèse en 180 secondes, on offre d'autres opportunités pour accompagner le jeune chercheur et peut-être le futur chercheur dans cette sensibilité pour pouvoir communiquer en public la culture scientifique et technique. En tout cas, sa recherche. Je crois qu'il faut quand même le préciser, j'en profite
pas pour passer du baume à notre président, mais on a la chance à l'Université de Strasbourg d'avoir une structure aussi déployée que le Jardin des Sciences. Nancy également ont une belle structure. On voit les universités en France petit à petit qui réalisent que ce type de structure culturelle qui leur permettent d'interagir avec la société sont peut-être pas complètement inutile, et je pense que, encore une fois, l'Université de Strasbourg a montré qu'elle savait être pionnière dans ce sens-là. Je pense de temps en temps, ça fait du bien de se passer du baume, mais en même temps, pour nous, c'est essentiel et c'est important, c'est un vrai enjeu de société que ces universités se donnent les moyens de pouvoir échanger avec le public. Et ma thèse en 180 secondes n'est qu'une façon de le faire, puisque au Jardin des Sciences, nous avons plein de choses telles que le planétarium, et le rôle des médiateurs est essentiel pour accompagner nos collègues chercheurs qui, effectivement, parfois sont un peu démunis quand il s'agit de parler de leur recherche, mais c'est pour ça qu'il y a aussi des médiateurs pour interagir avec des jeunes publics, notamment. Philippe Gineste, quand on se promène dans le vaisseau, c'est vrai qu'on voit des familles avec des enfants parfois très petits qui accompagnent les parents. On recrute les futurs doctorants très très tôt. Et le passage de témoins, c'est important également dans vos structures. Et avec ce qu'on voit aujourd'hui, nos jeunes gens de seconde auront peut-être l'envie de faire une thèse d'ici quelques années. Ce concours-là, il participe à la CST ? Ah oui, complètement, évidemment. En fait, ce qui est, nous, au vaisseau, on permet au jeune public, effectivement, mais ce jeune public, il ne vient pas tout seul, il vient soit encadré, il vient soit avec la famille, et finalement, on touche à toute la société, on touche à faire en sorte que la science rentre dans les préoccupations de chacun et que chacun puisse s'intéresser, se questionner et se dire que, même si ce n'est pas pour moi, au moins j'ai un intérêt et j'ai envie de partager et de comprendre. Alors, cette manifestation aujourd'hui y participe complètement et pleinement. Ça va au-delà du public qu'on reçoit chez nous au vaisseau, évidemment. Et ce qui est très important, et Marie-Charlotte l'a dit tout à l'heure, c'est que dans de telles manifestations, en fait, on rencontre des gens qui font d'autres sujets de recherche et qui travaillent dans d'autres domaines. Et ce qui permet de croiser finalement nos connaissances et nos méthodologies de travail. Et finalement, c'est comme ça qu'on grandit. Aude Châtelard est notre 13e candidate. Aude, c'est à vous. Nous avons eu tout à l'heure un candidat d'Archimède. Vous venez d'Archimède également, en 3e année de thèse. Femme citoyenne et pratique religieuse dans l'Italie romaine, du 4e siècle avant Jésus-Christ à la fin de la République. Vous avez 180 secondes. Bonjour. Auriez-vous quelques minutes pour que je puisse vous parler de religion ? Voilà, moi je vous dis ça et ça y est, c'est le drame. Vous voulez vous débarrasser de moi. Mais c'est pas ce que vous croyez. Maintenant, imaginez que vous ouvrez votre porte et que c'est une activiste féminine qui est face à vous, dénudée et avec des fleurs dans les cheveux. Genre hippie revendicatrice. Et elle vous pose cette question. Oui, c'est bizarre. Vous croyez que c'est une blague parce que d'habitude, ce genre de demoiselles font plutôt des actions contre la religion ou pour le droit des femmes. On voit avec cet exemple que mettre ensemble religion, émancipation féminine et droit politique, ça va pas trop ensemble. C'est comme créer un carrefour improbable avec des routes qui d'ordinaire ne se croisent jamais. C'est pourtant au croisement de ce carrefour que ma thèse se situe. Non, j'étudie pas les fémènes. Je vais beaucoup plus loin en arrière, dans l'Antiquité romaine, du 4e siècle au 1er siècle avant Jésus-Christ. Et comme il fait beau, je vais vous proposer une petite balade printanière dans ce carrefour. Tout d'abord, je vais quand même vous proposer de parler de religion à Rome, en étant habillée. Désolée. Cependant, oubliez tout ce que vous savez sur la religion. Je viens vous parler d'une religion où croire n'est pas important, où la foi n'est pas du tout essentielle. Et tout ce qui compte, c'est que vous disiez les bons mots, que vous fassiez les bons gestes pour convaincre des citoyens d'honneur de vous accorder longue vie et prospérité. Ces citoyens d'honneur, vous les voyez pas souvent. En fait, vous les voyez jamais. Ce sont les dieux. Mais les Romains sont pas du genre discrimination. Vous savez, c'est pas parce qu'on voit pas quelqu'un qu'on va pas en tenir compte quand même pour les décisions les plus importantes qui engagent l'avenir de la cité. Non. Donc, pour les Romains, la religion est avant tout une affaire publique et civique. Maintenant, je vais vous inviter à parcourir une autre route, celle de la condition féminine à Rome. À Rome, pour le droit romain, les femmes sont des mineures perpétuelles. Vous connaissez peut-être l'expression de sexe faible. Eh bien, mesdemoiselles, mesdames, c'est aux Romains qu'on la doit. Les femmes avaient quand même des droits. Elles pouvaient hériter, elles pouvaient faire du commerce, mais jamais sans un tuteur légal. Et ne parlons pas du droit de vote. Du coup, à Rome, un citoyen, c'est un homme
Un homme libre qui va voter et qui va aller à la guerre, du moins s'il est assez riche pour le faire. Mais moi, dans ma thèse, ce qui m'intéresse, c'est de sortir des définitions uniquement juridiques et de voir une définition de la citoyenneté qui pourrait être appliquée aux femmes. Une citoyenneté du quotidien, si vous voulez, telle que les hommes peuvent la connaître. Et ainsi, voyons la dernière route qui nous occupe. Il n'y avait à Rome qu'un seul domaine dans lequel les femmes avaient toutes des obligations civiques. C'était dans la religion. Elles pouvaient être prêtresses, mais surtout elles avaient des obligations considérées comme vitales pour l'existence de la cité. Ainsi, elles se situaient aussi non seulement à la maison, mais dans l'espace public. Et les Romains ne pouvaient pas faire autrement. Ils en avaient besoin. Ainsi, au centre de ma thèse, je m'intéresse à savoir en quoi la religion a été un terrain favorable pour une existence civique et publique des femmes, et ce, 2000 ans avant les suffragettes anglaises, le droit de vote et bien entendu les femmes. Merci. Aude Châtelard était notre avant-dernier candidat. Et je vous propose d'accueillir notre tout dernier participant à ma thèse en 180 secondes finale Alsace. Il s'agit de Ziad Chaker. Vous pouvez l'applaudir. Ziad démarre sa thèse puisqu'il est en première année de thèse à l'Institut de physique et de chimie des matériaux de Strasbourg. 180 secondes. Je vous dise le titre? D'accord, je me lance. Modélisation à l'échelle atomique de structures hybrides organiques inorganiques en utilisant des méthodes de dynamique moléculaire. Ab initio, c'est à vous. Donc, 180. Bonjour. Dans l'Antiquité, l'homme était particulièrement habile à utiliser tous les objets qu'il trouvait autour de lui à des fins utiles. Le ver d'Hêtre, aujourd'hui appelé le ver de cri, est un très bon exemple. C'est en gros la rouille qu'il trouvait sur le cuivre. Ils s'en servaient d'une part comme fongicide, protéger leur corps et les plantes contre les champignons, et d'autre part comme teinture pour peindre les objets en bleu ou en vert. Aujourd'hui, scientifiquement, on l'appelle l'hydroxyde acétate de cuivre. Et moi, mon travail de thèse, ça va être étudier les propriétés de ce matériau. Donc les propriétés magnétiques, savoir si c'est un aimant ou pas, les propriétés électriques, s'il conduit le courant ou s'il est isolant, et les propriétés dites de contrainte, à savoir si on applique une contrainte mécanique au matériau, comment il réagit. Donc on appuie basiquement sur le matériau, on regarde comment il réagit. Les applications de ce genre de choses, c'est bien évidemment les mémoires magnétiques, vos clés USB, les disques durs, tout ce qu'il y a dans les ordinateurs en général. Il faut bien financer nos recherches, on l'a bien dit. Maintenant, faisons le voyage de l'infiniment petit. Imaginons qu'on est 10 milliards de fois plus petit. C'est l'échelle de l'atome. Eh bien, ce qu'on verrait, messieurs et mesdames, ce ne serait pas des boules sphères dures comme ça, qui seraient des atomes. On verrait des toutes petites particules qui fusent dans tous les sens, qu'on appelle les électrons, et des particules beaucoup plus lourdes qui ne bougent quasiment pas. Ce sont les noyaux. Eh bien, notre hydroxyde acétate de cuivre à cette échelle, c'est rien d'autre qu'un amas d'atomes d'oxygène, de carbone, de cuivre et d'hydrogène. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que chacun de ces atomes a son noyau qui bouge quasiment pas et ses électrons qui tournent autour. Et l'interaction entre ces électrons, qu'est-ce qu'ils se disent, comment ils se touchent, etc., c'est exactement ce qui va définir toutes les propriétés dont on a parlé avant, magnétiques, électriques et de contrainte. Mais comme l'a dit Galilée, le livre de la nature est écrit dans le langage des mathématiques. Donc les équations, les relations mathématiques, on en a besoin. Ne vous inquiétez pas. Physiciens et mathématiciens se sont penchés sur le sujet depuis bien longtemps. Ils ont, disons, édité un sorte de recueil des lois de la nature à cette échelle. C'est la superbe théorie de la mécanique quantique. Elle règne en maître sur ce monde microscopique. Les physiciens l'ont compris il y a bien longtemps, les chimistes aussi, les biologistes... Voilà. Donc, ma thèse en résumé, ça va être extraire une équation de cette théorie de la mécanique quantique, à savoir l'équation de Schrödinger, pas le chat, l'équation. Et en résolvant cette équation, eh bien, on va réussir à trouver ce dont on a parlé avant. La dynamique électronique, qu'est-ce que se disent les électrons, comment ils interagissent les uns avec les autres. Et à partir de là, on peut remonter à tous les résultats de propriétés magnétiques et électriques et de contraintes du matériau. Et donc à partir de ce moment-là, on peut aller voir nos expérimentateurs et leur dire, voilà, mon cher ami, si jamais tu fais telle ou telle expérience, il y a de très grandes chances que tu trouves ça, si ça se passe à l'échelle atomique. Mais en modestie, bien sûr, parce qu'on ne sait pas tout. Hein. Mais je vous assure que quand on travaille dans ce monde quantique, un électron qui disparaît ici, qui réapparaît ici, de la matière qui se transforme en lumière, de la lumière qui se transforme en matière, et oui, c'est possible, rien de bien choquant. Et à tous ceux qui considèrent que la mécanique quantique, c'est un délire ésotérique de matheux et de physiciens, je dirais que l'avènement prochain de l'ordinateur quantique vous prouvera bientôt le contraire. Merci beaucoup. Il a réussi à vous faire rire avec la mécanique quantique, Schrödinger, la modélisation moléculaire.
Sauf les biochimistes, il y en a qui n'ont pas rigolé. Ziad Chaker était notre dernier candidat. Madame la présidente du jury, qu'est-ce qui va se passer maintenant ? D'abord, on est super contents parce que ça nous a fait très plaisir, je pense, à tous. On a bien perçu les thématiques scientifiques très diversifiées de nos universités, de tout ce qui se passe en recherche en Alsace. On a vu, entendu de l'humour, on a bien rigolé. Il y en a même qui m'ont fait rêver, je dois dire. Voilà. Donc, ce qui se passe maintenant, on va se réunir et puis on va discuter et puis on va choisir les, plusieurs. Vous avez dit 4, 5, 6, on peut aller, c'est ça, non ? Alors voilà. 3, ce serait bien. Okay. Alors sachez tout de même que vous en choisissez 3, que le premier ira à la finale nationale le 3 juin et que ce jour-là, parmi les 27, 3 iront à la finale internationale à Paris avec des doctorants marocains, tunisiens, belges, québécois qui seront réunis à Paris pour cette occasion. Donc votre travail est lourd de conséquences. 3, 1, 2, 3. Et vous êtes nombreux. Alors on ne vous laisse pas 3 heures non plus. Vous revenez d'ici 20 minutes, Madame la Présidente. Un peu plus que les 180 secondes voilà. quand même. Faites Voilà. preuve de fermeté, c'est vous qui aurez le dernier mot. Bien. Okay. On vous laisse partir. Quant à vous, mesdames et messieurs, restez dans cette salle, s'il vous plaît. On va ramasser cette feuille. Prenez le moment de finaliser votre vote. Et c'est vrai, Madame la Présidente du jury, nous sommes un peu inquiets parce que comme vous avez mis du temps, on se dit que ça a dû être compliqué. C'était très, 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 très compliqué. Voilà, bon. Non. On a discuté, on a bien vérifié et on a consolidé nos choix. C'était ça l'enjeu du temps qu'il nous a fallu pour être sûr que effectivement les sélections qu'on vous propose soient vraiment celles pour lesquelles nous sommes tous convaincus et que la lauréate, le lauréat soit vraiment celui qui va défendre les couleurs de nos universités alsaciennes au niveau national. Voilà. J'appelle Mathieu Schneider, Patrice Soulier et Marilus Palen. D'ailleurs, si Clémence veut descendre également, voilà. Vous pouvez les applaudir. Et monsieur Jean-Marie Brunner de la MGEN. Alors on va essayer de se repartir les rôles. Monsieur Schneider, on vous a entendu tout à l'heure. Un petit mot peut-être sur l'intérêt de ce concours. Bien, pour moi, il y a peut-être une chose qui n'a pas été suffisamment soulignée, c'est la diversité au fond des problématiques, même si une question à l'instant disant oui, toutes les disciplines ne sont pas représentées, mais je crois que c'est très intéressant de voir, c'est que la science s'intéresse à tous les aspects des problématiques sociétales qui nous concernent, qu'elles soient liées à la génétique, au développement durable, à la vie personnelle, on l'a vu quasiment la vie de couple, que ce soit lié aussi aux questions de citoyenneté, de religion, qui sont particulièrement importantes de nos jours. Et donc ce qui me semble extrêmement intéressant dans tout le panel qu'on a aujourd'hui, c'est cette diversité et toutes les approches qui sont représentées par nos 2500, 2600 doctorants à l'université, ici à l'université de Strasbourg, mais aussi à l'université de Haute-Alsace. Donc voilà, c'est cette interaction et cette capacité au fond qu'a la science et qu'ont nos thésards de répondre à des questions qui sont des vraies questions que se posent les citoyens. Patrice Soulier, c'est vrai que cet événement est soutenu par la CPU et le CNRS. Vous êtes le délégué régional du CNRS. Pourquoi cet intérêt pour ma thèse en 180 secondes ? Mais écoutez, alors, pour ce qui me concerne, moi, c'est la première fois à laquelle j'assiste. Donc, je n'avais pas pu assister l'année dernière. Je trouve que c'est un exercice d'une très grande qualité. La synthèse, c'est notre lot quotidien, si je puis dire. Et on sait quelle est la difficulté de cet exercice. La vulgarisation, la communication aussi. C'est vraiment un très beau challenge là, qui a été accompli. Et j'ai passé, pour ce qui me concerne, et je pense que c'est l'ensemble de la salle, un excellent après-midi. Et donc, j'ai trouvé un très grand intérêt. Donc, effectivement, comme cela a été souligné, la grande diversité et cette faculté donc, qu'ont nos doctorants à pouvoir synthétiser, présenter leur projet de thèse d'une façon aussi simple. Oui, je devrais parler de ce côté-là. Excusez-moi, mais je n'ai pas été coaché. Donc, Juste regarder quelque chose. Extrêmement, pour le CNRS, c'est extrêmement important et donc, bien, je vous encourage.
Lorraine, vous m'avez dit. Donc, oui. J'allais dire la voie pour Paris passe par la Lorraine, mais là, cette fois, c'est la voie pour l'international qui passe par Nancy. Voilà, tout à fait. Donc, en tout cas, merci. Alors, Patrice Soulier et Mathieu Schneider, je vous invite à vous mettre sur le devant de la scène. On va se répartir les rôles. Vous, Monsieur Schneider, qui est en train de jouer avec ses enveloppes en se disant « faut pas que je me trompe, que je mette là dans le bon ordre », vous allez donner les noms des lauréats. Et vous, Monsieur Soulier, vous remettrez les prix qui sont des tablettes. Voilà, effectivement. Oui. Merci à la CASDEN, merci à l'AMGEN, qui ont rapporté également, pour chacun des candidats et pour les lauréats, des petits cadeaux que vous leur remettrez. Donc, avancez-vous. Alors, voilà, et ça, c'est derrière. On va vous les amener. Parce que là, je vois qu'ils tremblent tous et toutes en attendant. Donc, on va faire comme à l'école des fans. Pour l'instant, vous avez tous gagné. C'est ça, Clémence? Voilà. Qui viennent? Alors, levez-vous. Voilà. Non, oui, levez-vous comme ça. Et Clémence, vous leur remettez ces petits cadeaux offerts par la CASDEN et l'AMGEN. On leur fait faire des allers-retours. Incroyable. Oui, bravo. Mettez-vous devant le public, qu'on vous voit bien. Et on vous remet... Pour ce qui me concerne. Vous êtes trop jeune pour avoir connu cette magnifique émission qui était l'école des fans, mais vraiment ça ressemble. Hein. Jacques Martin, voilà. Sous vos applaudissements. Voilà, donc chacun repart avec un cadeau et vous allez ensuite rejoindre votre place pour la remise des 4 prix. Voilà. Ah, attendez, il y a une photo. Tant que vous êtes souriant, parce qu'après il n'y en aura plus que 4 qui vont sourire. Les petits devant, les grands derrière. Oui, pardon. Changer les piles. Voilà. Regagnez vos places. Et nous allons maintenant passer à la remise des prix proprement dit. Merci. Monsieur Schneider, le prix du public de la finale régionale 2015 Alsace est remis à... Ah oui, ça a été cacheté et tout. Ah oui, Est-ce que vous savez faire le tambour? Faites-moi. Ah là, parfait. Parfait, c'est bien. Bien. Alors, le prix du public est remis à Ziad Chaker. Bravo. Je connais une maman qui n'est pas venue pour rien. Bravo à vous, on vous remet... Félicitations donc pour cette brillante prestation. Merci, ça fait très plaisir. On a travaillé tous comme des fous pour vous voir, parce que 3 minutes, ça ne se prépare pas en 3 minutes. Mais c'était vraiment une super belle expérience. Et puis merci à tout le monde, merci à ma famille qui est venue, à tous mes amis qui sont là derrière planqués. Et puis à tout le monde, à Alex et Natacha qui nous ont entraînés comme des fous, Clémence, tout le monde, quoi. Merci beaucoup. Bien évidemment, Ziad, et je te le souhaite, si tu reçois un des 3 prix qui suivent, tu n'auras pas une deuxième tablette. La tablette ira au 4e. D'accord ? Ouais. Le 3e prix de la finale régionale Alsace 2015 de ma thèse en 180 secondes, Mathieu Schneider, est remis à... Allez-y le tambour, hein, allez-y. Le 3e prix est remis à Pierre-Brice Stahl.
Bravo. Comme quoi on peut avoir un titre de thèse imprononçable et réussir à l'expliquer en 180 secondes. Voilà, tout à fait. Donc, je vous remercie beaucoup pour tout. Merci aux organisateurs également. Et voilà, donc c'était avec vrai plaisir, comme vous pouvez voir, pour ceux qui viennent des lycées. Donc, on prend du plaisir à présenter sa thèse, on prend du plaisir à faire sa thèse. On est dans une bonne entente tous ensemble. Donc, voilà. Donc, je vous remercie tous. Monsieur Schneider, le deuxième prix de la finale régionale 2015. Il faut d'abord le tambour, sinon En 180 secondes. Ah, on devient exigeant. Ah, je crains qu'il y ait un doublon, mais c'est bien. Le deuxième prix remis à monsieur Ziad Chaker. Mais pas de deuxième tablette. Bravo. Bon, Ziad, tu dois recommencer à remercier. Donc merci beaucoup, c'était un superbe exercice, ça se prépare pas en 3 minutes tout ça. Et... Voilà, merci beaucoup. Eh ben, le premier, c'est pas tout de suite. On va d'abord vous dire qui est le quatrième, si vous le voulez bien, puisque le quatrième repartira avec un petit cadeau, gentiment offert par Ziad. Voilà. Je vous en prie, qui est le quatrième de ce concours? Pareil, tambour. Et le quatrième prix est décerné à Baptiste Revol. Je rejoindrai les autres en vous remerciant tous. Comme ils ont dit, c'est un exercice difficile mais intéressant à faire. Et puis merci à vous d'être venus et de m'avoir mis en quatrième. Et merci à Ziad. Et merci à Ziad pour l'iPad. C'est le cadeau qui fait rêver, c'est un billet de train pour Nancy. Allez, est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Il faudra être libre le 3 juin prochain et j'aurai le plaisir de vous retrouver dans le nouveau centre Prouvé de la jolie ville de Nancy, que j'aurai plaisir à vous faire découvrir pour la finale nationale. Le premier prix régional Alsace de ma thèse en 180 secondes. Le premier prix est décerné à Madame Aude Châtelard. Je suis super émue. J'ai participé à ce concours parce que j'avais envie de faire connaître ma recherche, j'avais envie de mélanger ça à du théâtre. J'aime faire le théâtre, alors pour moi c'était le mélange de deux passions. Et je m'attendais vraiment pas, parce que je m'y suis lancée en me disant allez, je vais me faire plaisir, je vais transmettre quelque chose de sympa. Alors, du coup, j'en perds un peu mes mots, mais vraiment, alors merci tout d'abord. Merci. Que dire de plus? Merci encore. Et c'est avec un grand plaisir que je représenterai l'Alsace à Nancy en début juin.
Et j'essaierai de porter du coup les couleurs de cette région à bout de bras de citoyenneté féminine à Rome, très longtemps en arrière, et de Femen. Eh bien, c'est encore une fille. Bah, c'est comme ça. Et voilà. Ce que je vous propose, messieurs les lauréats, c'est venir avec vos prix pour une photo. Restez, je vous en prie, monsieur Schneider, monsieur Soulier. Voilà. Voilà. La CASDEN vous remet également un lot, après la photo, oui, qui vous est réservé. Voilà, c'est fait. Marilus Palen, qui est chargée de relations enseignement supérieur à la CASDEN. Alors, je crois qu'il y a un réveil, il y a des choses comme ça. Vous verrez, c'est un petit sachet surprise. Ziad se dit, oui, un réveil, ça va me servir. Oui, parfait. Et puis, donc, 14 candidats, si vous voulez bien vous remettre sur le devant de la scène pour la photo de famille finale. Alors voilà, madame, vous vous mettez devant. Monsieur Soulier, est-ce que vous voulez vous mettre un peu plus sur la photo ? La thèse, et ça mène à tout la thèse, hein, même une séance photo, des dédicaces, du théâtre, une carrière. C'est terminé ? Voilà. Merci beaucoup, Aude. On se donne rendez-vous le 3 juin prochain à Nancy pour la finale nationale. On te souhaite autant de talent et autant un aussi beau parcours que Marie-Charlotte, en espérant que tu ailles jusqu'à la finale internationale. Merci à vous. On se rejoint au rez-de-chaussée pour le cocktail. Et rendez-vous l'année prochaine.